bonsoir à toutes et tous à cette dernière webconférence de l'année 2024. Donc, vous pourrez bien évidemment retrouver tous les replays que nous avons faits sur Patients en réseau, Mon réseau cancer du poumon et Dis-moi santé, nos pages YouTube. En tout cas, en attendant, ce soir, on a le plaisir d'échanger avec vous sur l'immunothérapie dans les cancers du poumon. Alors, l'immuno, on en a pas mal parlé il y a une quinzaine de jours lors de la webconférence sur ce qu'on avait appelé les bonnes nouvelles, les réponses complètes, les rémissions, etc. Et c'est vrai que pour certains patients, il y a des résultats très encourageants. Et il va y avoir de plus en plus de patients qui seront susceptibles de recevoir de l'immuno. Et c'est ce que le docteur Chantal de Croisette va nous expliquer. Bonsoir Chantal, docteur de Croisette. Donc, vous êtes pneumo-oncologue au centre Léon Bérard de Lyon. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et cet immuno va, pour certains, être reçu pendant une longue période de temps. Et donc, il va falloir aussi avoir une bonne balance entre l'efficacité et la qualité de vie. Et c'est pour ça que le docteur Di Santolo va nous parler notamment de l'administration à domicile, puisque docteur Di Santolo, vous travaillez pour l'hospitalisation à domicile pour Nancy. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et bien sûr, tous ces propos seront illustrés avec Mika, que je ne présente plus, qui est co-responsable de Mon réseau cancer du poumon et qui sera donc avec nous ce soir. Bonsoir Mika, merci d'être avec nous. Je laisse la parole à Laure et bonne soirée, bonne webconférence à tous. Très très vite parce que juste pour vous dire qu'on est ravis de cette webconférence qui vient montrer aussi combien on a besoin de renouveler et de mettre à jour l'information. Ça bouge à toute vitesse. J'ai les avancées thérapeutiques, mais aussi la place de différents traitements, etc. Et donc, on va essayer de vous aider à vous repérer sur qu'est-ce qu'on devrait tous savoir sur l'immunothérapie face au cancer du poumon. Et sans plus tarder, donc je vais laisser la parole à Mika qui va donc partager un petit peu de sa propre expérience. Ensuite, donc, on donnera la parole au docteur de Croisette pour qu'elle nous fasse justement ce panorama des avancées. Le docteur Di Santolo sur la HAD et on reviendra avec un projet qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on vient de mettre à jour pour répondre à tout ça notre Serious Game, Mon immunopoumon, un énorme travail là aussi dans l'ombre de cette grande année qui vient, j'allais dire, en plein ricochet avec la toute récente mise en ligne de notre nouvelle plateforme, donc monréseaucancer.org/poumon. Je vais le remettre dans le chat. Et donc, vous avez aujourd'hui une nouvelle application mobile sur Google Play et sur Apple Store. Je sais plus comment on dit là tout d'un coup, je patauge. Bref, nouvelle appli à télécharger pour retrouver ce réseau, pour échanger entre patients, mais aussi entre proches aidants. Donc, Mika, à toi la parole. Et juste avant, pardon, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de la rencontre. On en prendra à différents moments de notre soirée. Donc, mettez bien, vous pouvez interagir sur le chat, partager tout ce que vous voulez. Mais pour les questions, merci de les mettre dans l'onglet questions qui nous aidera beaucoup avec Oriane. Bonne soirée et à toi la parole, Mika. Bonjour, alors pour parler un peu de mon parcours avec l'immunothérapie, moi j'ai été diagnostiqué en avril 2019, donc j'avais 42 ans, donc d'un cancer du poumon noix petite cellule métastatique. Alors j'avais un adénocarcinome de 12 cm qui était logé dans le poumon gauche avec une dizaine de nodules centimétriques dans les deux poumons, j'avais une lésion au foie et j'avais deux masses de 9 et 7 cm qui étaient logées au niveau des surrénales et j'en avais un peu partout sur les os, donc j'avais une fracture du bassin, j'avais une épaule qui s'était paralysée, j'en avais un peu sur la colonne vertébrale et sur les côtes. Voilà, j'avais été hospitalisé pendant 1 mois et demi en dénutrition sévère. J'avais perdu une vingtaine de kilos. Alors, j'ai eu la chance pendant cette hospitalisation de pouvoir bénéficier d'un traitement par immunothérapie, alors que j'ai reçu seul, donc en première ligne de traitement, parce que j'avais une protéine qui s'appelle PDL1, qui était présente sur plus de 50% de mes cellules cancéreuses. Alors, à savoir qu'en 2019, l'immunothérapie n'était pas encore donnée en routine dans tous les cancers du poumon. Elle concernait que certaines niches de patients. Alors, je dis la chance parce que je fais partie de ces bons et longs répondeurs à l'immunothérapie, puisque je l'ai reçu pendant 4 ans. Alors, on ne connaissait pas encore trop bien la durée qu'il fallait la donner. Voilà, et ça fait maintenant 1 an et demi que je suis en pause de traitement. Alors, je suis simplement en surveillance par scanner tous les 6 mois. La maladie est stable et il ne me reste plus que des traces qui semblent cicatricielles.
Alors, j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance et je veux surtout pas être porteur de faux espoirs, mais l'objectif, c'est surtout de montrer que l'immunothérapie, lorsque l'on répond bien, elle peut changer radicalement le pronostic d'un cancer du poumon stade 4 et elle se développe de plus en plus et à tous les stades du cancer du poumon. Donc, c'est vraiment devenu un atout majeur dans la prise en charge des cancers du poumon. Merci beaucoup, Mika. Tu avais fini, tu avais d'autres choses à ajouter? Oui, non, on aura l'occasion de revenir de toute façon sur d'autres choses, donc c'est très très bien, merci. Parfait. Alors, merci. Chantal, est-ce qu'on peut vous donner la parole? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Mika, pour ce témoignage qui donne beaucoup d'espoir pour nous médecins, parce que on se dit qu'effectivement l'immunothérapie a été une véritable révolution thérapeutique. Donc ce soir, je voulais vous raconter un peu les immunothérapies, comme on parle des cancers du poumon. Et bien, à partir de ces dernières années, nous parlons des immunothérapies, parce que vous allez voir, il y a d'autres familles d'immunothérapie qui vont arriver. La première chose que je souhaitais vous rappeler, c'est qu'il y a une omniprésence de cette immunothérapie dans notre arsenal thérapeutique désormais. Ces inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont en fait des anticorps. Cette immunothérapie, on a dû déjà vous l'expliquer, c'est en fait des médicaments qui sont là pour restaurer la bonne fonction immunitaire de notre corps. Donc, c'est un traitement qui n'est pas de la chimiothérapie. Je le répète souvent aux patients en disant, voilà, ce n'est pas du tout le même principe. Le principe étant de restaurer la fonctionnalité, la bonne compétence de nos lymphocytes qui sont un peu nos défenseurs, qui font partie de la grande famille des globules blancs et qui nous défendent. Et dans ce petit tableau, vous voyez, il y a la présence de l'immunothérapie dans tous les types de cancers du poumon, dans le cancer bronchique non à petites cellules, le cancer bronchique à petites cellules, le mésothéliome également, qui est le cancer de la plèvre, qui est cette membrane qui enveloppe nos poumons et l'intérieur de nos côtes. Donc vous voyez que l'immunothérapie est présente sur tous les types histologiques, mais également à tous les stades. Ce schéma, pour vous dire, cet œil qui nous regarde, c'est l'œil de l'immunothérapie, avec chaque petite case qui correspond à une voie de recherche, une voie que l'on cible en immunothérapie. Et en fait, on parle des immunothérapies, puisque actuellement, on utilise ce qu'on appelle les points de contrôle immunitaire, donc cet anticorps que Mika a évoqué tout à l'heure et qui bloque ce point de contrôle immunitaire qui s'appelle PD1, PDL1. Mais sachez qu'il y a plein d'autres cibles, notamment tout ce qui est micro-environnement tumoral. Le microbiome, c'est en fait notre flore intestinale. Et puis d'autres classes dont je vais vous parler un petit peu après, qui sont la restauration de la fonctionnalité de nos lymphocytes T. On peut utiliser des virus qui vont aller tuer les cellules cancéreuses, les vaccins qui ont été extrêmement médiatisés ces dernières années, qui sont toujours au stade de recherche. Et puis, la science avance, on réfléchit sur des associations de points de contrôle immunitaire entre eux, mais aussi sur différentes classes de familles de traitements qui vont agir à différents endroits de notre immunité. Alors, n'ayez pas peur de schéma, c'est juste pour vous dire que quand on parle de points de contrôle immunitaire, on a des voies d'inhibition. En fait, c'est ce qu'on utilise actuellement dans le cancer du poumon et dans les autres cancers solides d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des voies, qui est à gauche de la diapositive, la voie par exemple PD1, PDL1, qui sont des voies qui inhibent le lymphocyte T. Et donc, si vous levez cette inhibition avec un anticorps, votre lymphocyte T, qui est votre défenseur, il va se remettre à travailler correctement. Donc ça, c'est la restitution en fait de la fonctionnalité de nos lymphocytes T, et on va venir bloquer des voies qui inhibent. Et ben, la recherche à droite de la diapositive nous aide également à chercher d'autres molécules pour stimuler les lymphocytes avec d'autres voies de signalisation. Et enfin, je vous ai parlé tout à l'heure du micro-environnement. Donc actuellement, nous utilisons des anticorps qui restituent la bonne fonctionnalité de nos lymphocytes T en agissant sur des voies qui inhibent. D'accord? Mais il y aura d'autres molécules qui vont arriver et qui vont agir d'une autre façon sur ces lymphocytes.
les effets secondaires de l'immunothérapie sont très spécifiques et en fait, vous voyez, ils surviennent essentiellement les 3 premiers mois. Mais ils peuvent survenir également très tardivement dans le cours du traitement, parfois même, lorsqu'on a arrêté les perfusions d'immunothérapie, vous pouvez tout à fait avoir à rebours un effet secondaire immuno-induit qui peut survenir. Donc, c'est pour ça que vos médecins continuent à vous surveiller de façon très assidue sur ce qu'on appelle les effets secondaires qui sont liés à cette utilisation d'anticorps. Alors, demain, qu'est-ce que l'on peut avoir comme immunos qui arrivent et qui sont en recherche? Je vous en ai choisi 3. La première famille, ce sont des anticorps on appelle bispécifiques. Ils ont 2 têtes. Ils vont venir bloquer 2 choses différentes. D'accord? Là, jusqu'à présent, on savait bloquer une seule chose, par exemple PD1, PDL1. Et bien là, les anticorps bispécifiques, ils peuvent, par exemple, ici, dans le cas de l'amivantamab, peuvent bloquer le GFR et le MET. Donc, des nouvelles technologies qui nous permettent de développer des anticorps à double tête ou à triple tête parfois. Les vaccins, juste 2 mots pour dire ça a été effectivement très médiatisé, mais attention, ce sont des technologies en cours de test dans des essais cliniques. L'idée, c'est quoi? C'est en fait d'injecter des vaccins, qui sont en fait des fragments de zones qui sont présentes sur les cellules tumorales, et on le sait, pour que notre corps en fait produise une défense contre ces antigènes dits tumoraux. Donc, on apprend notre système immunitaire à produire des choses qui vont nous protéger contre ce cancer. Autre nouvelle technologie est que l'hématologie, les cancers du sang ont largement développé et qu'on arrive à utiliser, en tout cas à tester, c'est également en cours d'essais cliniques dans les tumeurs solides. C'est en fait le fait de biopsier un morceau de la tumeur. On va en extraire en fait et mettre en culture des petits fragments pour pouvoir individualiser les lymphocytes qui infiltrent la tumeur. Et ces lymphocytes qui infiltrent la tumeur, ils sont là pour détruire les cellules tumorales. On va les augmenter, on va les faire proliférer et puis on va les réinjecter aux patients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les TIL et c'est une technologie extrêmement récente et qui est en cours de test actuellement dans des essais cliniques. Enfin, la dernière famille dont je voulais vous parler, parce que les médecins vous proposeront peut-être des essais cliniques dans ces types de familles-là, ce sont ce qu'on appelle les virus oncolytiques. On utilise les virus qu'on a modifiés génétiquement, et ils vont être là pour aller reconnaître les cellules tumorales et ils vont pouvoir les détruire. Donc, une autre façon d'agir sur le cancer. Donc, vous l'avez vu, l'immunothérapie, c'est une grande famille. Il n'y a pas que les points de contrôle immunitaire que nous utilisons largement aujourd'hui. Il y a d'autres grandes classes qui arrivent. Et donc, on le sent, on le sait, l'immuno va faire partie de plus en plus de notre quotidien. Donc, le but, ça va être de faciliter le parcours de soins de nos patients, de faciliter leur traitement dans le temps et peut-être de faire les traitements à la maison. Et donc, ma collègue va vous en parler après. Comment faire les traitements à la maison? Nous avons une fédération qui nous a émis des recommandations pour administrer l'immunothérapie à domicile. Et je voulais vous partager l'expérience du Centre Léon Bérard via ce qu'on appelle l'article 51. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que la loi de la sécurité sociale en 2018 a le financement, la loi sur le financement de la sécurité sociale a alloué des fonds via cet article, qui est l'article 51, pour valoriser ce qu'on appelle des parcours de soins innovants, des parcours de soins modernes et qui rendent service aux patients. Et parmi ces parcours de soins innovants, il y avait l'immunothérapie à domicile et donc la sécurité sociale remboursait ce cheminement, ce parcours. Et donc le Centre Léon Bérard s'est lancé dans cette expérimentation et donc nous avons fait de l'immunothérapie à domicile, mais au préalable, il fallait commencer l'immunothérapie en hôpital de jour, très classiquement, pendant 6 mois. Puis ensuite, nous proposions à nos patients de le réaliser
à la maison. Donc, commencer à l'hôpital permet de s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'effet adverse notable et que les bilans sont satisfaisants et qu'on peut passer ensuite en routine à la maison. Donc, vous voyez sur ce diagramme, il y avait quand même tout un rationnel et tout un prérequis avant de pouvoir passer à la maison. Des ateliers à domicile, les patients étaient informés, les infirmières à domicile devaient être également formées pour pouvoir administrer ce traitement à la maison. Et nous avons pu traiter 308 patients entre juin 2020 et juin 2024, en 4 ans. Donc, nous avons le recul de ces 300 patients et nous sommes en train de dépouiller de façon beaucoup plus précise les résultats de cette prise en charge. Parmi ces 300 patients, 20% étaient porteurs de cancer du poumon, mais vous voyez qu'il y avait également d'autres cancers, ORL, le sein, etc. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que un tiers des patients qui étaient dans ce cheminement de parcours de soins habitaient à une distance entre le centre Léon Bérard et leur domicile plus élevée que la distance moyenne des patients que l'on traite à proximité. Donc, ils avaient, vous voyez, en moyenne presque 60 km et l'HAD tombait sous le sens, entre guillemets, pour le confort de nos patients, de ces patients-là qui ont accepté, bien sûr, de faire leur traitement à la maison. Donc, sans vous déflorer trop tous les résultats qui sont en cours d'analyse, globalement, l'expérience est très positive et nous faisons, comme dans d'autres centres, de l'HAD désormais pour l'immunothérapie hors article 51. Donc, c'est quelques diapositives pour vous dire qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'espoir. Comme l'a témoigné Mika, nous avons avec cette classe de traitement des patients que l'on appelle des longs répondeurs, qui sont des patients dont la maladie est totalement contrôlée plusieurs années après leur découverte. Encore plus dans cette classe de médicaments que dans d'autres classes telles que les thérapies ciblées ou autres familles de traitements anticancéreux. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de recherche, et vous l'avez vu dans l'œil de l'immunothérapie qui nous regarde, eh bien, encore beaucoup de données à venir. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir sur cette famille d'immunothérapie. Merci beaucoup, docteur de Croisette, pour ces slides très clairs et pleines d'informations. Alors, je propose qu'on va reprendre un peu, et on a le temps pour prendre quelques questions, et c'est vraiment l'idée aussi ce soir, donc vous pouvez continuer à en mettre dans le fameux onglet questions. Mais on pourrait commencer par reparler des effets indésirables de l'immunothérapie. Quand on a travaillé avec Mika sur le fameux jeu, là, Mon Immuno, il y avait cette idée que quand on tombe malade, la plupart d'entre nous, on n'a pas d'idée préconçue de ce que ça fait l'immuno. Et d'ailleurs, il y a une question qui redit, mais qu'est-ce que c'est exactement des effets indésirables immunomédiés, jusqu'à quand ils peuvent apparaître à distance. Mais avant que vous nous répondiez, je voulais peut-être que Mika nous dise dans son expérience si lui-même il a été surpris ou qu'est-ce qu'il a appris, où est-ce qu'il a été amené à devoir signaler des effets indésirables, parce qu'il y a aussi cette idée que dans l'immunothérapie, c'est différent d'une chimio. Parfois, il ne faut pas trop attendre, donc il vaut mieux en parler tôt que d'attendre que ça s'exacerbe. Donc voilà, est-ce que Mika, tu peux nous donner ton témoignage et puis le docteur faire un premier retour sur ces effets indésirables, s'il vous plaît. Oui, moi je me suis retrouvé carrément dans le cas là. En fait, j'ai commencé à avoir, je pense, 3 semaines, 1 mois après le début de l'immunothérapie, pas mal de plaques rouges qui sont apparues. Par contre, moi, j'ai absolument pas du tout fait le lien entre ces plaques rouges et puis l'immunothérapie. Et comme en plus c'était en période on va dire printemps-été, et que c'est la période où je fais mes allergies, pour moi j'ai mis ça sur mon asthme allergique et j'ai pas fait du tout le lien. Et en fait, ça s'est vraiment bien répandu. C'est mon médecin généraliste qui s'en est rendu compte à ce moment-là. Et la problématique, c'est que j'ai perdu quand même pas mal de temps. Et donc, du coup, la prise en charge, elle a été vachement reculée parce que je commençais à en avoir vraiment partout. Ça devenait insupportable. Ça m'irritait vraiment énormément. Et effectivement, si j'avais fait le lien entre justement ces toxicités cutanées, toutes ces plaques, etc., l'immunothérapie, on n'aurait pas galéré comme ça parce qu'on a mis presque quasi 1 an à commencer à contrôler et maîtriser. Donc, ça a été assez long quand même. Donc, sur cette durée-là. Après, il y a de la fatigue et je pense qu'ils sont assez communs quand même à pas mal de personnes sous immunothérapie. Donc, ça, c'est ce que j'ai eu également. Et j'ai eu également pas mal de douleurs musculaires, articulaires. Alors, toutes les toxicités-là, comme je les ai eues essentiellement dans la première année. C'est vraiment sur cette… Par contre, il y a quand même des toxicités qui perdurent
un peu moins fortes, mais qui perdurent dans le temps. Et même là, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté l'immunothérapie. J'ai encore des toxicités qui se maintiennent. Donc, les toxicités cutanées, mais elles sont beaucoup, beaucoup plus légères. Les douleurs articulaires, mais elles sont beaucoup plus légères. Après, c'est toujours compliqué de faire le lien systématiquement avec ce qui appartient encore à l'immunothérapie ou qui a peut-être plus rien à voir. Donc, ça peut être un psoriasis qui donne des douleurs, ça peut être d'autres choses. Donc après, on enquête avec ma pneumo la plupart du temps, mais on continue toujours à enquêter en fait. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, très classiquement, effectivement, comme vous l'avez dit, les effets secondaires surviennent dans la première année. Peut-être, vous voyez dans mon petit diagramme, là, les 3 à 6 premiers mois. Les 2 organes les plus fréquemment atteints sont la peau et le système digestif. Mais comme vous l'avez dit, il y a aussi les douleurs articulaires qui sont parfois un peu plus tardives, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, parfois des articulations qui gonflent. Et on se dit, tiens, je développe une polyarthrite rhumatoïde ou je ne sais pas quoi. Alors, comment faire le lien entre ce qui est lié à l'immuno ou pas? Alors, je voudrais vous dire de déclarer tout ce qui vous arrive à vos médecins. Et c'est à nous également de faire la part des choses. Mais souvent, je dis à mes patients, vous le partagez à mon infirmière de parcours ou à moi, ou vous n'hésitez pas, vous appelez ma secrétaire pour dire, voilà, il y a un truc bizarre, j'ai ça. Est-ce que c'est normal? Voilà, comme ça, moi, je peux réagir derrière. Et en termes de temporalité, vous l'avez dit, Mika, ça peut survenir même après l'arrêt de l'immunothérapie, parce que le corps, il a été en contact avec cet anticorps qui a entraîné en fait une certaine perturbation de notre système immunitaire, qui va réagir également et qui peut garder en effet secondaire cette séquelle. Un peu comme en chimio, il y a des chimios qui donnent des fourmis dans les mains et dans les pieds, ce qu'on appelle les neuropathies. Et les gens, même quand on ne fait plus cette chimio, peuvent garder cette neuropathie 3-6 mois après la fin de la chimio. Et les fourmis sont encore là, parce que les nerfs ont été inflammés et ils ont gardé la mémoire de ça. Donc l'immuno, c'est un peu pareil. Et puis, il y a une demi-vie, ce qu'on appelle la demi-vie, c'est-à-dire le temps où la molécule reste dans notre corps, qui est très longue. L'imprégnation de l'immunothérapie peut être très longue. Et cela explique également pourquoi certains patients peuvent répondre à l'immunothérapie avec seulement 2 injections. Et puis 2 ou 3, je dis n'importe quoi, mais très peu, mais pas des années. Et ils gardent le bénéfice pendant des années, parce que 6 injections, 4 injections ont suffi. Et la science ne sait pas pourquoi et ne sait pas déterminer encore tout à fait la durée de cette immunothérapie. Les études, certaines études sont conçues avec une durée limitée. Donc, nous, en bons scientifiques, nous collons à cette durée quand on l'applique à nos patients. Mais en réalité, ce sont des durées qui sont un peu arbitraires. Enfin, voilà, si l'essai a été conçu avec 2 ans, on va se dire on va aller à 2 ans. Voilà. Si l'étude a été conçue sans qu'il y ait de borne de fin, nous continuons tant que la maladie est contrôlée. Voilà, ce qui explique pourquoi, au final, dans les situations de cancer du poumon métastatique, j'entends, on ne sait pas bien la durée qu'il faut mettre pour cette immunothérapie. Merci beaucoup. Alors, docteur de Croisette, Mika a parlé de sa tumeur qui avait 50% des cellules de sa tumeur présentaient le biomarqueur PD-L1. Donc, on a pas mal de questions sur les biomarqueurs, à savoir si on n'a pas ce marqueur, est-ce qu'on peut quand même recevoir une immuno aujourd'hui ou peut-être demain en routine, en dehors des essais cliniques? Est-ce que vous pouvez nous faire un mini point sur ce qu'on appelle les biomarqueurs? Alors, le PD-L1 est un biomarqueur, c'est-à-dire un marqueur dont on tient compte. C'est une protéine, donc comme Mika l'a dit, qui est exprimée par les cellules tumorales. Et plus ce PD-L1 exprimé par les cellules tumorales est élevé, plus on a une probabilité que le patient réponde bien à l'immunothérapie. En fait, c'est un marqueur d'enrichissement de la réponse à l'immunothérapie. C'est ce que la médecine nous dit. Alors, actuellement, en France,
en première ligne d'un cancer bronchique non à petites cellules métastatique, donc de stade 4, nous pouvons utiliser l'immunothérapie seule, en monothérapie, uniquement chez des patients hyperexpresseurs du PDL1 à plus de 50%. D'accord? Si vous avez 1% ou 10%, on n'est pas dans l'autorisation de mise sur le marché, et en tout cas le remboursement des monothérapies en immunothérapie. D'accord? Plus de 50, c'est mono-immuno possible et remboursé. Si vous êtes en dessous de 50 de PDL1 en première ligne, eh bien, le remboursement en France n'est pas présent pour la mono-immunothérapie. En revanche, on peut faire chimio plus immunothérapie dans ces patients avec un PDL1 en dessous de 50, c'est-à-dire entre 1 et 49 et négatif. Mais la mono-immuno est réservée aux hyper-expresseurs à plus de 50. Ça, c'est pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, eh bien, nous n'avons pas les études qui ont permis à l'immuno d'arriver en deuxième ligne après une chimiothérapie seule. À l'époque des essais de deuxième ligne, il n'y avait pas de l'immuno en première ligne. Quand il y avait eu de la chimio en première ligne, on a positionné l'immuno en deuxième ligne. Eh bien, ça n'est pas dépendant de l'expression du PDL1. On peut faire de la mono-immuno en deuxième, troisième ligne sans hyperexpression de PDL1. En suivant les études Princeps. Donc, la première ligne, c'est extrêmement codifié par rapport à ce statut PDL1. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, il y avait une petite question, j'en profite. Est-ce que le PDL1 peut évoluer, augmenter ou diminuer au cours de la maladie? La réponse est oui, parce que ce serait trop facile que la maladie soit homogène tout le temps et dans le temps et dans l'espace. Il y a deux choses. Vous pouvez biopsier au même moment la tumeur principale et une métastase, et vous pouvez avoir deux expressions de PDL1 différentes. Ça arrive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le temps, et globalement, généralement, ça ne doit pas évoluer. La maladie, au départ, elle est décrite comme ça. Elle doit garder son visage, entre guillemets, de la sorte. Mais ça arrive que le PDL1 soit plus bas ou plus haut un an plus tard. Et tout dépend, vous voyez, de la petite carotte, de la petite biopsie qui n'est qu'en fait une microvision de l'ensemble de la maladie à l'intérieur de notre corps. Donc, on regarde par la lorgnette, entre guillemets, une caractéristique d'une zone qu'on a biopsiée. Et ce PDL1, effectivement, peut être hétérogène et dans le temps et dans l'espace. Voilà. Alors, j'ai deux questions à vous poser en espérant que le chat va pas trop me déranger. Du coup, une question pour des patients qui ont eu, par exemple, au début de leur prise en charge pour une maladie métastatique de l'immunothérapie. Au bout de quelques temps, malheureusement, ça échappe. Il y a d'autres traitements qui sont proposés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rechallenger, entre guillemets, donc quelqu'un qui a bien répondu quand même pendant un certain temps à l'immuno, est-ce que vous pouvez rechallenger? Quelles sont les stratégies et où est-ce qu'on les trouve? Est-ce que c'est, par exemple, que dans des essais cliniques? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Oui, on peut rechallenger l'immunothérapie, tout à fait. Comme vous l'avez dit, en fait, on a utilisé de l'immuno. D'abord, ça a fonctionné un certain temps, on échappe, on fait autre chose, de la chimio, très, très souvent. Et puis, au bout d'un moment, on échappe et on a envie de réintroduire l'immuno. On a tout à fait le droit. Il y a des études qui se sont penchées sur cette question et qui montrent en fait une certaine efficacité de la réintroduction de l'immunothérapie. Et comme vous le savez, l'immuno est quand même très, très bien toléré, sûrement un peu mieux que la chimiothérapie. Et donc, on réintroduit l'immunothérapie. Nous avons le droit avec un rationnel de le patient a été répondeur au début, il a été tenu un certain temps, ça a fonctionné. J'ai une période d'intervalle libre qui est assez longue, donc je retente ma chance, entre guillemets, en me disant que les cellules vont peut-être répondre à cette immunothérapie. Et les études nous montrent que plus la période où vous avez été tenu en fait est longue et plus on a effectivement une probabilité que ça refonctionne. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que souvent on arrête aussi l'immunothérapie pour toxicité.
Vous voyez, on se dit il y a une toxicité limitante. Et ben, lorsque vous réintroduisez classiquement et de façon intellectuellement logique, hein, on a plus de chances que ça fonctionne que lorsqu'on a développé un mécanisme de résistance à l'immunothérapie. Donc, on regarde plusieurs choses. Comment ça a fonctionné la première fois, combien de temps la maladie a été contrôlée et quelle a été la raison de l'arrêt. Voilà. Et puis un autre argument aussi, c'est le PDL1. Hein, aussi, on en parlait tout à l'heure. Comme c'est un facteur d'enrichissement de la réponse à l'immuno, et ben plus le PDL1 va être élevé, plus on va avoir envie de rechallenger notre classe thérapeutique. Merci. Alors, on a une question de Leslie qui demande « Quid de l'immuno chez les patients avec une mutation oncogénique ?» Alors, en monothérapie, ça fonctionne pas top, ça fonctionne pas très bien. Quand on est porteur d'une mutation oncogénique sur le cancer, les traitements de référence sont les thérapies qui ciblent cette mutation. D'accord ? Et les études nous ont montré, il y a eu des études, que lorsqu'on utilisait de l'immunothérapie en inhibiteur de point de contrôle, en tout cas, tout seul, et même avec de la chimio, il n'y avait pas d'intérêt, en fait. C'est pas d'intérêt. Ça marche moins bien que chez les gens qui n'ont pas de mutation. Le résultat n'est pas nul. Hein. Il y a des patients, on a tous, nous, les médecins, des patients qui ont répondu comme ça de façon très ponctuelle, mais le message qui est véhiculé et les niveaux de preuve nous disent que lorsqu'on a une mutation oncogénique, il faut faire des thérapies ciblées et de la chimiothérapie, et l'immunothérapie, en tout cas seule, avec celle telle qu'on l'utilise aujourd'hui, n'est pas la meilleure option thérapeutique. C'est une option thérapeutique que nous réserverons peut-être, et encore, il faut réfléchir en réunion médicale tous ensemble, en énième possibilité, en énième ligne de traitement. Donc, plutôt pas d'efficacité extraordinaire en monothérapie. Alors, je me permets une question, Chantal. Est-ce que c'est sur toutes les mutations ? Par exemple, KRAS-G12C ou de certaines mutations, que c'est certaines mutations? Non, alors il y a des mutations chez qui ça fonctionne mieux que d'autres. Donc, dans la grande famille des mutations oncogéniques, tout le monde n'est pas égaux devant l'immunothérapie. Il y a effectivement des mutations qui répondent mieux à l'immuno que d'autres. D'autres où on sait ça ne va pas marcher. La probabilité est extrêmement faible de réponse. Hein, et d'autres, comme des mutations, on le sait, on a fait des cohortes de patients qui ont eu de l'immunothérapie avec une addiction oncogénique et le taux de réponse était pas nul, et effectivement, ça dépend de la mutation. Donc, on réfléchit tous ensemble en réunion de concertation avec les différentes séquences thérapeutiques qui ont déjà été utilisées et quel type de mutation est présente. Mais effectivement, toutes les mutations ne se valent pas face à l'immunothérapie. Très bien. Alors, le temps file. Je vais vous poser une dernière question et après, on va garder tout ce qu'on n'a pas encore proposé pour la fin de notre rencontre. Donc, une dernière question parce que on voit, dans les nouveautés de 2024, il y a aussi cette idée que l'immunothérapie, elle n'est pas forcément proposée que dans les situations plus avancées de la maladie. Est-ce que vous pouvez juste nous redire qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est adjuvant, enfin nous redire en fait quelle place, qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui peuvent être opérées et quel est l'objectif en fait? Depuis, on va dire, 3 ou 4 ans, les études ont démontré que l'immunothérapie associée à la chimiothérapie avait une place en préopératoire. Donc, des cancers du poumon non à petites cellules qui sont résécables, c'est-à-dire qu'en réunion médicale, on se dit que la tumeur est opérable. Donc, le chirurgien et l'équipe médicale statuent ce qu'on appelle la résécabilité. La tumeur est-elle enlevable? D'accord? Elle est considérée comme enlevable. Elle rentre dans des critères précis de stade et on fait une chimio-immunothérapie préopératoire via un accès précoce, c'est-à-dire qu'on doit faire une demande particulière pour accéder à cette prescription. Et on fait chimio-immuno
3 cycles en préopératoire et ensuite on opère les gens. Ça, c'est le préopératoire, ce qu'on appelle le néo-adjuvant, préopératoire, période préopératoire. Pour la période post-opératoire, donc l'adjuvant, aujourd'hui en France, hors essai clinique, nous n'avons aucun accès à cette prescription. D'accord ? On opère un cancer du poumon, on peut faire une chimiothérapie post-opératoire sur des critères précis de taille tumorale, d'envahissement ganglionnaire, mais nous n'avons pas le droit aujourd'hui de faire d'immunothérapie seule en post-opératoire. Il n'y a pas de remboursement. Certains pays européens ont accès sur la base de vous savez que l'Europe, l'EMA donne une AMM et ensuite chaque pays dit s'il rembourse ou pas. En tout cas, en France, nous n'avons pas de remboursement de l'immunothérapie en adjuvant aujourd'hui en 2024. Merci. Alors, on avait promis de passer sur l'HAD, mais on a une DER des DER. Laure m'a dit, je te préviens, c'est la DER des DER. C'est mon chien. Sur l'identification des patients et des patients éligibles. L'immunothérapie, on a bien compris comment ça fonctionnait. Du coup, on a des questions. Est-ce que les patients avec des maladies auto-immunes, est-ce qu'il y a des cas où les patients ne peuvent pas recevoir d'immuno, maladies auto-immunes, sarcoïdose, etc. Voici la liste qui nous a été donnée. Alors, dans les études qui ont permis à l'immunothérapie d'arriver sur le marché, les patients porteurs de maladies auto-immunes étaient exclus. Ça, il faut le savoir. Les patients n'étaient pas possiblement inclus dans ces études-là. Donc, immunothérapie et maladies auto-immunes, on n'a pas, on va dire, d'études scientifiques qui ont permis à ces patients d'être traités par l'immunothérapie. Et puis, quand même, ça fait 9 ans qu'on utilise l'immunothérapie. L'immunothérapie est arrivée en 2015. Donc, la pratique clinique a évolué. Des groupes coopérateurs se sont penchés sur la question en disant c'est pas possible. On a quand même des patients qui ont des lupus, des polyarthrites rhumatoïdes, des sarcoïdoses, qui ont plus ou moins des immunosuppresseurs. Et qui développent des cancers du poumon. Faut-il vraiment les exclure de l'immuno ? Eh bien, il y a de l'utilisation de l'immunothérapie chez ces patients avec toujours des précautions particulières par rapport au traitement intercurrent d'immunosuppression de la maladie de système. Il faut que la maladie auto-immune soit bien contrôlée, ça c'est sûr. Il ne faut pas de poussée infernale. Il ne faut pas que la maladie soit, on va dire, grave et instable. Il faut qu'elle soit calme et bien contrôlée. Ça dépend, il y a maladie auto-immune et maladie auto-immune. Donc, il y a toujours une décision collégiale à faire avec les médecins internistes qui s'occupent de nos patients, en fonction également du traitement immunosuppresseur en cours. Et ça, c'est très régulièrement, nous devons arrêter le traitement immunosuppresseur. Je pense à une patiente chez qui j'ai dû arrêter le méthotrexate, qui est un immunosuppresseur parce que ça interagit avec l'immunothérapie. Donc, il a fallu faire il faut se concerter avec nos collègues internistes pour savoir si, pour eux, que pensent-ils de la maladie auto-immune ? Est-elle grave, pas grave, bien contrôlée ou non ? Et puis moi, de mon côté, le cancer du poumon. Donc, il y a une balance à faire entre nous pour bien juger de la prescription de cette immunothérapie chez ces patients particuliers. Voilà. Mais ils ne sont pas, c'est pas rédhibitoire, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on a une sarcoïdose sarcoïdose c'est facile, mais je pense à d'autres maladies de système, le lupus, il y a des lupus extrêmement lourds, des polyarthrites rhumatoïdes extrêmement graves. Voilà, ces patients ne sont pas exclus totalement de l'immuno, il faut mener une discussion. Voilà. Merci beaucoup. Comme quoi, il faut vraiment échanger avec ces médecins et c'est vraiment très important de dire aussi les autres pathologies qu'on peut avoir, etc. Alors, on garde bien sûr vos questions pour la fin de notre échange, mais il est temps maintenant que nous donnions la parole au docteur Cécile Di Santolo. On est ravis ce soir parce qu'en fait, avec Mika, avec toute l'équipe de mon réseau Cancer du Poumon, on sait dans notre réseau qu'on a des personnes qui habitent absolument partout en France et notamment beaucoup à la campagne, dans des petites villes, en tout cas assez loin des grands centres où ils sont soignés. Et c'est vrai que c'est lourd aussi quand on a la chance d'avoir un traitement et que ça dure longtemps. Donc c'est une chance, c'est sûr. Mais ça peut devenir aussi lourd de se déplacer comme ça pendant des mois, voire des années pour recevoir ces traitements. Et on s'est rendu compte que la HAD, déjà, on savait pas forcément ce que ça voulait dire. On sait pas très bien ce qu'elle fait, comment ça marche.
Et donc, et on l'a vu avec cet article 51 du Centre Léon Bérard, qui était présenté à la grande journée d'ailleurs des articles 51 qui avait lieu la semaine dernière. C'est des expérimentations extrêmement importantes qui sont en cours d'être évaluées par le ministère de la Santé. L'idée, c'est de pouvoir regarder des changements d'organisation, les financer dans ces cadres d'expérimentation, et avec les données qu'on attend, donc tout prochainement, on va espérer pouvoir proposer dans toute la France ce genre d'organisation. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait vous en parler ce soir, parce que ça peut changer la vie des gens, leur qualité de vie. Et donc voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole au docteur Di Sant'Olio, qui est une spécialiste de la HAD et qui va nous expliquer ce que c'est, comment ça s'organise. Et voilà, donc n'hésitez pas là aussi à poser vos questions dans le fil. Alors, il faut que vous ouvriez, voilà, votre micro. Alors, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. J'ai certains orateurs que je n'arrive pas à entendre. Ah oui, en tout cas, vous, on vous entend très bien. Ah, super, super, super. Il y a des fois ça passe et des fois ça passe pas. J'espère que tout va bien se passer. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai pu voir en avant-première un peu du travail qui a été fait et déjà bravo pour le travail réalisé par les personnes ici présentes et plus largement. Moi, je vais essayer en quelques minutes de vous présenter un petit peu l'hospitalisation à domicile et puis un petit peu ce que l'hospitalisation à domicile peut éventuellement vous apporter dans les traitements du cancer du poumon. L'hospitalisation à domicile, c'est un mode d'hospitalisation en part entière qui a comme particularité d'organiser des prises en charge qui sont de type hospitalière, mais chez vous, quand cela est possible. Pour ce faire, voilà un peu comment se présente l'outil. On est établissement de santé, on a donc la même réglementation que les établissements classiques avec des murs, que ce soit auprès de l'HAS et des critères qualité, que ce soit en termes de respect des droits du patient, de circuit du médicament ou de financement. Nos particularités de fonctionnement, c'est que notre fonctionnement médical est basé sur un trio. Ce trio est composé de votre médecin hospitalier, du médecin coordonnateur du médecin praticien de l'HAD et de votre médecin traitant. Au niveau paramédical, là, on va avoir des organisations un petit peu diverses en fonction des HAD. Les soignants qui vont vous prendre, soit en coordination, soit en administration, peuvent être salariés et ceux qui vont administrer peuvent être salariés ou libéraux, mais quoi qu'il en soit, toujours formés à l'administration et toujours formés à vous accompagner dans la surveillance et dans la vigilance par rapport aux effets secondaires. Ce sur quoi je veux être quand même très au clair avec vous, c'est qu'on a les mêmes bases de fonctionnement, mais il peut y avoir des grandes disparités en fonction des HAD, en fonction de leur fonctionnement, en fonction de leurs organisations. Y a-t-il ou non une filière onco? En fonction aussi du type de molécules qu'elles vont pouvoir avoir déployées sur le domicile. Une fois qu'on sait tout ça, on a quand même, une organisation et un cœur de métier qui est le même. Si votre HAD, une filière, administration des traitements médicamenteux du cancer, les étapes vont être identiques, c'est-à-dire que vous en aurez discuté avec votre pneumologue qui vous aura présenté un petit peu les bases pour vous permettre de faire le choix de rencontrer ou non l'équipe de l'HAD. Quand vous rencontrez l'équipe de l'HAD, ce temps d'échange permet aux équipes de vous expliquer les avantages et les inconvénients d'avoir cette administration à la maison. Dans la discussion, l'équipe va évaluer vos besoins dans leur globalité. On va parler du fait si vous êtes seul ou non, s'il y a des enfants à la maison, s'il y a des animaux, comment est organisé le domicile, quelle place. En fonction de tous ces éléments et en discutant avec l'équipe et en intégrant vos préférences par rapport au jour d'administration ou au temps d'administration en fonction de vos obligations extérieures, vous allez pouvoir réfléchir, vous, votre entourage, vos proches aidants, pour savoir si c'est une modalité d'administration qui peut vous correspondre. Il faut savoir que tout au long de votre parcours en HAD, il y a un lien très étroit entre l'équipe de l'HAD, l'équipe hospitalière qui peut être des infirmières de coordination, des infirmières de pratique avancée ou vos pneumologues, et puis votre médecin traitant.
En HAD, si vous décidez de suivre ce circuit et ce parcours, vous allez rencontrer une infirmière coordinatrice qui fera, la veille de vos administrations, un point avec vous. Ce point vous permet de savoir si votre état de santé vous permet cette administration. Elle va faire un lien avec l'hôpital. Et puis le lendemain, c'est une équipe formée à l'administration. Donc cette équipe, je vous ai dit, elle est salariée ou alors libérale, en fonction, mais toujours formée à l'administration des traitements, qui va se rendre à votre domicile avec le traitement. L'administration va être réalisée, la surveillance va être réalisée et des consignes vont vous être données. Quand tout va bien, vous sortez d'HAD le soir ou le lendemain matin. Voilà un petit peu comment peut se dérouler votre séjour. Je l'ai fait de façon concise et je reste complètement disponible pour toutes vos questions. Alors, du coup, on a perdu Oriane, mais je vais vous poser donc une question de Chantal, qui est en fait une des grandes questions, c'est est-ce que si je vis seule, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable de recevoir son immunothérapie en HAD? Alors, il faut ouvrir votre micro. Allô? Oui, oui, c'est bon. Alors, voilà, docteur Di Santolo et après, oui, et après docteur de Croisette. C'est pour Cécile la question. Alors, je l'ai pas. Alors, je ne sais pas qui a posé la question. Alors, j'entends certains orateurs. Chantal, je vous entends. Oriane, je vous entends. Alors, la question de Laure était, pour pouvoir bénéficier d'une HAD, le patient doit-il ne pas vivre seul? Non. Là-dessus, ça va vraiment être en fonction de la capacité de chacun à alerter, à se prendre en charge et de l'organisation, de l'entourage qu'il peut y avoir autour. L'idée, nous, et notre rôle en HAD, c'est de pouvoir garantir la sécurité du patient. Donc, si on est en capacité d'alerter, si on tolère correctement son traitement, c'est discuter avec l'équipe hospitalière pour savoir si on peut organiser la prise en charge en toute sécurité à la maison. Il faut savoir aussi… Oh, pardon, je vous coupe, Chantal. Non, je suis tout à fait d'accord, Cécile. Les patients, on désigne toujours une personne de confiance aussi quand les patients sont hospitalisés. Donc, on s'appuie sur quelqu'un et donc, je crois que ça vaut également quand on est en HAD. Exactement. On va recueillir la personne de confiance, la personne à prévenir. On va recueillir toutes ces informations. Et il faut savoir aussi qu'on peut décider d'avoir une ou deux administrations en hospitalisation à domicile. Et si on ne se sent pas en sécurité, ou le choix est complètement réversible. Ce n'est pas parce qu'on part vers une organisation qu'on ne peut pas faire l'inverse. Même chose, votre pneumologue peut vous le proposer une première fois, vous ne vous sentez pas mûr ou pas en capacité, et peut-être quelques mois après, vous serez plus à l'aise avec les traitements et les effets secondaires, et vous pourrez choisir un autre moment. Ce n'est pas parce que vous rencontrez l'équipe que les choses sont figées, fixées. Merci. Alors, l'HAD, c'est un peu l'hôpital c'est l'hôpital qui vient à la maison, qui prend place dans son quotidien. Du coup, pour rester sur la thématique des aidants et de la famille, est-ce qu'il y a une discussion, quelque chose pour voir si la famille est prête à accueillir? Est-ce qu'en fonction, si on a des enfants en bas âge, voilà, ça va être quelque chose qui va être pris en considération et discuté? Complètement. Ce temps d'échange avec l'équipe, l'équipe vraiment balaye de façon très large l'entourage, le domicile et discute au cas par cas en fonction et des patients et de la présence. Est-ce que c'est pendant que les enfants sont à l'école et qu'on peut faire des choses? Est-ce qu'il y a un vécu qui peut être peut-être un peu bousculant pour les enfants? L'ensemble des paramètres sont pris en compte et discutés. Et si nécessaire, rediscuter quelques temps plus tard s'il faut. Ouais, complètement. Alors, vas-y. Parce que Laure, je suis désolée, le docteur Santolo t'entend pas. Donc, non, mais je te laisse poser une dernière question pour le docteur Di Santolo, mais je voulais qu'on fasse le tour des rôles infirmiers, donc je te laisse poser. Alors, question de Mika.
Peut-on décider d'arrêter le parcours HAD une fois commencé si on n'est pas satisfait et revenir à un parcours HDJ comme avant? Complètement. Le patient est tout à fait libre et a le droit de choisir l'un ou l'autre des parcours, le temps nécessaire, et peut faire marche arrière tout à fait. Aucun problème de ce côté-là. Formidable. Alors, on vous laisse continuer à poser donc des questions dans le chat, mais ce soir, on avait invité quelqu'un qu'on aime beaucoup, Ludovic Chen, qui est infirmier à l'hôpital Tenon, qui malheureusement est vraiment malade là depuis ce week-end. Donc, il est désolé de ne pas être avec nous. Donc déjà, la première chose que je voudrais dire à tous les soignants qui sont là ce soir, au nom de tous les patients, c'est vous aussi, prenez soin de vous parce qu'on a tellement besoin de vous. Et du coup, on va poser la question au docteur de Croisette, mais aussi au docteur Di Santolo pour que nous redisiez un petit peu, justement, toutes ces équipes de soignants, d'infirmiers, d'infirmières qui vous accompagnent et j'allais dire leur petit nom, leur rôle, parce que justement, dans cette coordination entre ce qui se passe à l'hôpital, mais aussi en HAD, il y a encore voilà, des rôles infirmiers différents. Donc d'abord, docteur de Croisette, est-ce que vous pouvez nous dire voilà, qui vous entoure, quels sont les différents infirmiers de vos équipes? Alors, dans les différents centres hospitaliers, on est entouré, et fort heureusement, d'infirmières et d'infirmiers qui ont plusieurs rôles. On a des infirmiers et infirmières de coordination de parcours de soins. On a des infirmières de pratique avancée, donc qui n'ont pas les mêmes rôles. Hein. Les missions sont un peu différentes, mais en tout cas, ces infirmières nous aident au quotidien dans la gestion de nos patients, dans la gestion des effets secondaires de l'immunothérapie ou des thérapies ciblées d'ailleurs, font le contact avec le patient en termes de tolérance de ce traitement. Elles font des consultations, des vraies consultations à distance ou en présentiel, et elles nous rapportent en fait des éléments qui sont très importants pour le suivi du malade. Les infirmières de pratique avancée sont titulaires d'un diplôme qui nécessite 2 ans d'études. Donc, c'est un diplôme qui existe depuis quelques années déjà. Et donc, elles ont la capacité, après ce diplôme, de faire des prescriptions qui sont, bien tracées, de faire des gestes également, par exemple, de faire des ponctions de liquide pleural ou des ponctions de liquide acide. Elles ont, un rôle qui s'approche un peu des actes médicaux. Donc, elles sont en capacité de faire des consultations de suivi avec des prescriptions très ciblées. Les infirmières de coordination et de parcours de soins sont également extrêmement précieuses parce qu'elles maintiennent un lien très régulier avec nos patients. Elles sont proactives, elles ont des plannings de consultation et d'appel et elles se font le relais vers nous entre le patient et les médecins, et elles abattent un travail immense en termes de lien, de suivi, de proactivité en termes de prise en charge des patients, notamment en termes de toxicité de nos traitements. Et puis, elle s'assure que le patient et la famille ont bien compris les différents rendez-vous. On récapitule le parcours de soins, les scanners, les rendez-vous. Elle vérifie que les rendez-vous sont bien pris, etc. Et que tout ce parcours de soins se déroule dans la sérénité et de façon très cadrée. Voilà. Donc, elles ont un rôle fondamental pour nous. C'est une aide extrêmement importante et très précieuse pour nous médecins, puisque pour avoir exercé dans des endroits où nous n'avions pas d'IDEC ou d'IPA, eh bien le docteur il doit tout faire tout seul, et c'est très lourd. Ça, c'est très très lourd pour nous, et elles sont là. C'est vrai que c'est une chance d'en avoir dans notre équipe de soins. Merci beaucoup, docteur de Croisette. Du coup, docteur Di Santolo, le pendant de tous ces infirmiers de coordination, d'IPA, etc., en HAD, quels sont leurs petits noms et leurs fonctions précises? Alors, on a vraiment, oui, exactement la même chose. On a des infirmières de coordination qui vont faire le lien entre l'hôpital
et l'hospitalisation à domicile. Et puis, on a des infirmières qui sont formées, qui vont venir administrer les traitements. Donc, on peut avoir dans certaines équipes des IPA qui vont arriver, IPA, onco-hémato. Ça arrive tout doucement dans nos établissements, mais c'est vrai qu'on se base essentiellement sur des infirmières de coordination. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Mika nous entend, mais du coup, voilà, formidable. Est-ce que tu peux réouvrir ta caméra et nous dire, toi, dans ton expérience de patient, justement, est-ce que tu as eu différentes rôles infirmiers? Est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience? Oui, complètement. Bah, désolé pour la caméra qui fonctionne plus, mais vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bon, super. Bah, en fait, moi, j'ai vu le sans et avec une IPA, puisqu'en fait, en début de parcours, pendant les 2 premières années, il n'y avait pas d'IPA. Et une fois que l'IPA est arrivé au bout de 2 ans, j'ai vu radicalement un changement parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup plus de temps médecin. Je sentais avant que la médecin, elle était complètement dans le rush constamment, elle était constamment en train de… Donc, en fait, il y avait des temps d'échange qui étaient plus courts. Et en fait, je dirais que c'est complémentaire. Parce qu'une fois que l'IPA est arrivé, en fait, elle allait faire un travail qui était plus, on échangeait beaucoup plus. Ça pouvait être sur les soins de support, ça pouvait être sur les compléments alimentaires. On avait des échanges qui étaient complètement différents. Et avec la pneumologue, c'était plus dans la consultation, les résultats d'examen ou les toxicités, on va dire. Les toxicités, je dirais que c'était plutôt partagé en fait entre mais une fois que les toxicités étaient un peu plus engagées, c'est la pneumologue qui prenait le relais pour de la pluridisciplinarité, on va dire, pour m'engager vers, par exemple, un dermatologue ou un rhumatologue. Mais en fait, je dirais que c'était complètement complémentaire. Et c'était vraiment très intéressant parce que j'ai pu vraiment beaucoup plus échanger. À partir du moment où j'ai radicalement vu la différence une fois que l'IPA est arrivé dans le service, vraiment concrètement. Mais écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Et alors, du coup, ça fait quelques mois maintenant qu'on travaille à la mise à jour d'un Serious Game, donc c'est un jeu éducatif en français qui est donc accessible gratuitement pour toute personne de n'importe où dans le monde en fait, mais c'est francophone. Je vais vous mettre les liens, etc. Et effectivement, on avait lancé Mon Immunopoumon pour essayer de répondre à plein de questions qu'on avait sur notre réseau, mon réseau cancer du poumon, et en se disant mais finalement de l'éducation thérapeutique et tout ça, il y en a, mais parfois on n'a pas tout de suite au début, et puis on n'a pas forcément tout compris, etc. Donc Mika, je te propose donc de nous présenter un petit peu Mon Immunopoumon, et moi je vais tenter de partager mon écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et effectivement, on a transformé entre autres cette nouvelle version pour rajouter un espace de HAD. Alors, je crois, juste pour vous informer, que le docteur Di Santolo, qui est à Nancy, a un énorme orage qui a fait visiblement sauter sa connexion. J'espère qu'elle va pouvoir nous rejoindre et que ça ne va pas sauter partout dans les dernières minutes. Donc, voilà, je partage. Et Mika, je te laisse un petit peu expliquer. Voilà, alors Mon Immunopoumon, c'est un jeu éducatif qui a pour but d'informer sur le traitement d'immunothérapie et aussi des possibles toxicités qu'il peut y avoir avec ces immunothérapies. Alors ces dernières années, on a vu que l'immunothérapie, elle s'est installée de plus en plus dans les cancers et particulièrement dans le cancer du poumon. Alors dès la première ligne de traitement, seul ou en combinaison et maintenant pour tous les stades de la maladie. Alors pourquoi Mon Immunopoumon ? Alors c'était pour essayer de trouver un format d'information qui permet d'apprendre de manière pédagogique sur le traitement, mais surtout, comme on l'a dit, sur les toxicités, car avec l'immunothérapie, ces toxicités, elles sont plutôt d'ordre auto-immune. Alors, elles peuvent intervenir sur n'importe quelle partie du corps, n'importe quel organe, et à n'importe quel moment. Alors, contrairement aux chimiothérapies où les toxicités sont mieux maîtrisées. Et surtout, le plus souvent, on est chez soi lorsque ces toxicités, elles arrivent et on ne sait pas toujours comment vraiment réagir face à ça. Alors, comme j'en parlais tout à l'heure justement avec mes toxicités cutanées où j'avais pas forcément fait le lien. Alors, l'objectif, c'est de créer un partage d'expériences. Donc, c'était à partir de patients qui ont reçu de l'immunothérapie et d'essayer de répondre au mieux aux différentes questions qu'on trouvait sur nos réseaux. Et bien sûr, l'ensemble de tous les contenus de Mon Immunopoumon ont été vérifiés par notre comité scientifique, qui sont d'ailleurs présents là ce soir et qu'on remercie d'ailleurs vraiment sincèrement. Alors, lorsque vous jouez à ce jeu, comme on voit là actuellement, lors de votre connexion, vous arrivez sur ce qu'on appelle un hub. C'est une plateforme qui est composée de plusieurs lieux que vous pouvez aller visiter en cliquant dessus. Alors d'abord, vous voyez, il y a un hôpital qui est le lieu où vous allez recevoir votre traitement, le lieu où vous avez vos rendez-vous de consultation. Alors il est composé de 3 salles différentes
vous trouverez un hall d'accueil où vous pourrez trouver de l'information sur le fonctionnement de l'immuno, échanger avec d'autres patients et une patiente partenaire qui s'appelle Lisa qui vous accompagnera tout au long du jeu. Vous trouverez également un bureau de consultation où vous pourrez échanger avec votre équipe de soins, votre médecin et votre infirmier. Et également une salle HDJ, donc d'hospitalisation de jour. C'est le lieu où vous recevrez votre traitement d'immunothérapie afin de comprendre le protocole d'administration. Alors, vous découvrirez aussi un pôle santé. Alors, ce pôle santé, c'est le lieu de la médecine de ville où vous retrouverez un peu des fiches pratiques sur le rôle du médecin généraliste, le pharmacien, les infirmiers libéraux, les médecines complémentaires. Et enfin, un dernier lieu que vous pourrez trouver également, c'est Ma Maison. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le lieu où vous allez avoir vos toxicités, vos effets secondaires. Alors, en tant que patient, on découvre nos effets secondaires et on ne sait pas toujours comment réagir. Alors, vous trouverez pas mal d'informations dans cet endroit-là pour apprendre à les identifier, mais aussi des fiches pratiques pour savoir comment réagir face à ces. Alors, c'est essentiellement sur des recommandations de la FITC. Donc, c'est voilà les recommandations claires qui vont vous expliquer si vous avez des toxicités digestives, des diarrhées, au bout de combien de diarrhées, comment réagir face à vos toxicités cutanées. Et enfin, du coup, pour terminer cette nouvelle version qui est mise en place depuis aujourd'hui, c'est un nouveau pôle, vous allez trouver un nouveau pôle de HAD, donc d'hospitalisation à domicile, puisque comme on l'a vu, il y a de plus en plus d'immunothérapies qui sont données et on va avoir tendance à avoir de plus en plus de parcours pour éviter des longs trajets inutiles. Voilà, un accès justement à avoir nos immunothérapies directement à notre maison. Alors pour celles et ceux qui étaient déjà inscrits sur l'ancienne version, elles seront intégrées d'office dans votre nouvelle version et donc du coup à votre prochaine connexion, vous aurez directement accès à ce nouveau pôle HAD. Alors, recevoir l'immunothérapie à domicile chez soi, bien souvent, les patients, ils savent même pas que ça existe et qu'on peut en bénéficier. Alors, bien entendu, comme on l'a entendu juste avant, ça dépend des centres de soins et des différentes organisations régionales qu'il y a. Mais dans cette nouvelle version de Mon Immunopoumon, vous pourrez vous rendre dans un pôle HAD et rencontrer le médecin et l'infirmière de la HAD, échanger sur les idées reçues qu'il y a sur la HAD à travers un petit jeu pédagogique. Vous retrouverez également une carte de France qui est cliquable afin de savoir si une organisation de HAD existe déjà près de chez vous. Alors, c'est selon la FINEAD, qui est la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile. Vous trouverez également une affiche qui vous expliquera le déroulement d'une mise en place de HAD, allant justement de comment on sélectionne un patient éligible à la HAD jusqu'à sa mise en place, et ainsi que les différents professionnels de santé qui interviendront dans votre parcours. Alors, en dehors de ce nouveau pôle HAD qu'on vous laissera découvrir, vous trouverez également une nouvelle infirmière de HAD dans Ma Maison qui vous expliquera l'organisation d'une administration d'immunothérapie chez vous. Et vous pourrez également échanger sur ce sujet avec votre médecin dans votre hôpital, dans le bureau de consultation. Alors, je rajoute quand même que ce jeu éducatif, Mon Immunopoumon, il se veut évolutif et il essaye de s'adapter aux diverses nouveautés. Alors récemment, on a vu également que les immunothérapies sont arrivées au stade localisé et opérable. Donc nous avons mis également notre Serious Game à jour à ce niveau-là, avec des posters, des échanges de médecins qui expliqueront ça également. Alors voilà, on ne vous en dit pas plus sur ce jeu, on vous laissera découvrir ces nouveautés qui, on l'espère, vous seront très utiles. Et n'hésitez pas, dès demain, à vous connecter sur ce jeu. Mon Immuno, on va mettre les adresses dans les liens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Mika. C'était super, ce duo Laure et Mika. Et on va vous mettre surtout les plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver. Laure, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais mettre le lien du dossier. En fait, il faut vraiment qu'on explique que c'est une plateforme de digital learning. Donc, en fait, entre guillemets, il faut s'inscrire. C'est indépendant de tout le reste. Hein. C'est pas parce que vous êtes, par exemple, utilisateur de Mon Réseau Cancer du Poumon que tout de suite vous pouvez cliquer sur Mon Immunopoumon. En fait, vous allez mettre votre email, ça va et le lendemain, on vous envoie un code. Et du coup, ça vous permet, en fait, pourquoi c'est utile? Parce que du coup, il y a si vous voulez, il y a plein de petites activités, de petites choses à lire, de fiches, de petits jeux, etc. Enfin, de jeux éducatifs, d'activités éducatives. Et donc, ça permet en fait de suivre un petit peu tout ça et vous voyez un petit peu où vous en êtes de l'avancement. Là, vous n'êtes évidemment pas obligé de faire toutes les activités. Vous pouvez aller, c'est pour ça qu'on a rajouté aussi dans les améliorations un sommaire beaucoup plus précis pour que vous puissiez aller chercher quelque chose de particulier. Mais voilà, du coup, il faut vous inscrire et il y a quelques heures ou une journée
en dehors des week-ends où ils ne travaillent pas, donc en gros en semaine, pour avoir votre petit code. Et après, vous pouvez y aller autant que vous voulez, recommencer les activités. Vous pouvez aussi le partager, par exemple, avec vos proches pour regarder ensemble comment ça marche. Enfin, ça peut lever des questions. Il y a plein de choses téléchargeables. L'autre jour, là, à notre rencontre avec les infirmiers de cancérologie autour de l'immunothérapie, il y avait cette idée que c'est bien d'avoir une carte dans son portefeuille pour dire je suis un patient sous immuno. Parce qu'en fait, si jamais il vous arrive quelque chose et que vous êtes hospitalisé loin de chez vous, c'est très important que l'équipe des urgences, elle soit au courant que vous êtes sous ce type de traitement. Parce que, par exemple, certains symptômes, certaines diarrhées ou certaines douleurs doivent être prises en compte différemment par l'équipe de soins. Donc, on peut télécharger sur le jeu aussi la carte de sécurité, Mon Immuno, etc. Donc, voilà. Donc, on va regarder si vous avez des questions. On a un petit peu débordé notre temps, mais pas beaucoup. Et si vous avez encore quelques questions ou commentaires, n'hésitez pas. Et on espère que le docteur De Croisette, qui nous a beaucoup aidé, va nous aider à le faire connaître largement à Lyon. Voilà. Alors, moi, j'avais vu passer une question tout à l'heure, docteur De Croisette, puisque Mika avait évoqué, lui, que comme il faisait partie des premiers patients, entre guillemets, 2019, il avait reçu 4 ans d'immuno. J'avais vu passer une question sur la durée et sur les pauses thérapeutiques. Alors, pour la durée, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, on se colle aux études qui ont permis aux produits d'arriver sur le marché. Et au-delà de cette durée-là, c'est situation dépendante. Ça n'est pas une erreur de poursuivre l'immunothérapie au-delà des 12 ans de traitement, loin de là. Et les études nous disent, sur la première ligne métastatique, les études étaient conçues pour faire 2 ans de traitement. Et ensuite, c'est à la discrétion, ce qu'on appelle la discrétion du médecin. C'est-à-dire que s'il avait envie de poursuivre hors protocole, hors essai, bien sûr, on n'interdit pas le médecin d'avoir une attitude, mais cette durée d'immunothérapie est encore, aujourd'hui en 2024, un grand sujet de recherche avec des protocoles en cours sur cette durée. Les groupes académiques se penchent sur cette question et chaque équipe a ses habitudes, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, la maladie est contrôlée, voire en rémission complète. Parfois, il n'y a plus de cible. Et donc, on fait des explorations pour voir ce qu'il reste. Et cela nous arrive de faire des traitements complémentaires sur ce qu'on appelle la maladie résiduelle, c'est-à-dire de faire un complément de traitement sur certaines cibles qui sont encore vivaces et qu'on voudrait traiter de façon locale. Voilà. Donc, au final, à part les essais cliniques qui sont, on va dire, notre référence, en dehors de ces recommandations-là, chaque patient est différent et donc du coup, on s'adapte à la situation. Que reste-t-il de la maladie? Comment a-t-il toléré le traitement? Et on décide. On fait un bilan complet et on décide s'il faut aller plus loin ou pas. Voilà. Donc, c'est encore un sujet de recherche, la durée. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, moi, je pense qu'on va finir cette journée pour dire que voilà, la HAD, c'est quelque chose qui est aussi envisageable, mais pas de façon tout à fait superposable en fonction de son lieu de soins. Donc, vous pouvez tout à fait poser la question. Il faut juste savoir que toutes les HAD ne font pas forcément de traitement d'oncologie et ne font pas forcément d'immunothérapie en particulier, mais ça va certainement se développer, notamment grâce aux résultats du super article 51 de Léon Bérard sur l'immuno en HAD. Donc voilà, on trouvait que c'était très important que vous soyez au courant de ces innovations de parcours également. Et bien sûr, il faut rester ouvert dans l'échange avec vos médecins. Et quel que soit votre lieu de soins, même si vous êtes dans un plus petit centre, les médecins peuvent être en lien avec les équipes qui font de la recherche clinique, parce que vous avez compris aussi que beaucoup de nouvelles opportunités de traitement, d'essais sont en cours dans les centres. Et petit à petit, on fera sûrement une conférence là-dessus. Il y a des essais qui essayent d'être un peu plus décentralisés, enfin des essais de recherche clinique qui s'ouvrent un petit peu plus pour essayer de faciliter
la vie des patients qui sont plus à distance. Donc, ça fera peut-être l'objet d'une rencontre dédiée. Et du coup, on vous invite avec Oriane à bien remplir le petit questionnaire. C'est le dernier de l'année, c'est promis. Et ça va nous aider à préparer le programme 2025 pour essayer d'être toujours, j'allais dire, attentif à vos besoins précis d'information dans ce monde compliqué du cancer du poumon. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci infiniment, docteur de Croisette. Merci, Mika, parce que tu incarnes toujours la voix des patients et c'est très utile. Et on aura le plaisir de se retrouver en 2025. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tous et très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Ciao.